simultaneous translation. Scan the QR code and connect your earphones. She says she's no good with words, but I'm worse. But started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too over dramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse, no one should ever feel like I'm 2 quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Dance, dance, we're falling apart to have time. Dance, dance, these are the lives that you love to lead. Dance, this is the way they love. If they knew how misery loved me. You always fold just before you found out. Drink up, it's last call, last resort, but only the first mistake. And I'm 2 quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Won't you show me little bit of spark you've been saving for his mattress? Dance, dance, we're falling apart to have time. Dance, dance, these are the lives you love to lead. Dance, this is the way they love. If they knew how misery loved me. Why don't you show me a little bit of spark you've been saving for his mattress? I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Nous allons poursuivre cet après-midi avec une nouvelle table ronde. Je vous le disais il y a quelques minutes, on va maintenant évoquer l'inclusion, gastronomie inclusive, comment éveiller tous les sens, puisque la gastronomie n'échappe pas au défi majeur de l'inclusivité. Il est donc nécessaire de s'adapter aux personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse d'accessibilité pour les PMR ou de prise en compte de handicap sensoriel. Dans ce contexte, comment maintenir une démarche d'excellence tout en rendant la gastronomie véritablement universelle et à la portée de tous et sans distinction? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement Freddy Zerbi, chef de la carte Speak You, Grégory Cuilleron, chef et propriétaire du restaurant 5 Mains à Lyon, et Marie-Laure Belair d'Argent, déléguée régionale de l'AGFIP. Chers amis, mettez-vous sur le canapé, on va mettre... Ah mais non, oui, vous pouvez tenir. Ou Marie-Laure, vous pouvez vous mettre là si vous voulez, comme ça, voilà, vous serez plus à l'aise. Merci à tous les trois.
d'avoir répondu à notre invitation. Je vous sens très en forme, hein. Freddy est très très en forme. On commence par un tour de table de présentation. Marie-Laure Vélard d'Argent, donc déléguée régionale de l'AGFIP. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'AGFIP, qu'est-ce que l'AGFIP? Alors l'AGFIP, c'est une association nationale qui a été fondée en 1987 sur l'impulsion de la loi en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc notre travail consiste à agir auprès de l'ensemble des acteurs de l'emploi, donc France Travail par exemple, mais aussi les OPCO, les entreprises, les représentations consulaires, etc., pour développer l'emploi des personnes en situation de handicap et travailler aussi les dynamiques de parcours professionnel. Freddy Zerbib, la carte Speak You, what is it? Alors, what is it, exact. Alors, rapidement, je suis un ancien chef de cuisine à la retraite et ce, depuis 2 ans et demi. Autant vous dire que je suis ravi. Et depuis, allez, on va dire 2 ans et demi, mais un petit peu avant, je mets en place des modules de formation dans tous les lycées hôteliers de France et de Navarre pour que cette future génération de jeunes, cuisiniers, serveurs, maîtres d'hôtel, etc., puissent savoir accueillir, servir, guider, adapter la cuisine aux personnes en situation de handicap visuel. Et donc, j'ai inventé une carte qui s'appelle la carte Speak You, qui n'est pas en braille, mais audio. Ouais, c'est intéressant ça. Alors Greg, vous êtes le local de l'étape. Tout à fait. Chef lyonnais, donc 5 mains. Où se trouve le restaurant 5 mains? Je ne sais même pas. Dans le Vieux-Lyon, dans le quartier Saint-Georges. Il se trouve sur la place sur laquelle vit notre famille, parce que mon frère est mon associé, depuis 8 générations, donc je connais bien les lieux. Est-ce que vous habitez, je crois, dans ce quartier-là, hein? J'habite dans le Vieux-Lyon, ouais, tout à fait. Et le restaurant existe depuis combien de temps? Ça fait 9 ans depuis le mois de décembre. Et qu'est-ce qu'on y mange? Ça dépend des mois. Ok. Donc, comme on fait ça dépend de vous, ça dépend des mois? Non, des mois, MOIS. C'est de la cuisine de saison, un peu recherchée. Enfin voilà, on réinvente rien, mais on essaye de bien travailler avec des fournisseurs locaux et on fait tout maison. Voilà. Je vais commencer par vous. Voilà, parce que vous êtes né avec... Alors là, j'ai triché, j'ai amené ma prothèse. Je la mets rarement d'habitude, mais quand je marche comme ça m'évite d'avoir mal au dos. Ouais. Et donc, voilà, vous êtes né avec un handicap. Et puis, quand on s'est parlé, vous m'avez dit une première chose. Vous m'avez dit que vous n'aimiez pas le terme inclusion et vous n'aimiez pas non plus le terme en situation de handicap. Alors, je m'explique. En fait, voilà, c'était des termes que je n'aimais pas. L'inclusion, voilà. Et après, je me suis un peu penché sur la question. Différence entre inclusion et intégration, j'ai trouvé une métaphore intéressante, c'est celle de l'horloge. L'intégration, c'est vous avez une horloge qui marche, on vous donne un rouage et on vous dit maintenant vous mettez le rouage dedans, il faut que l'horloge elle continue à marcher. Alors que l'inclusion, on vous donne plein de rouages et avec ça on vous dit construisez une horloge qui marche. On peut imaginer que quand on est un des mouvements, on sent un peu plus à sa place quand on est dans une politique d'inclusion, c'est-à-dire qui a été pensée globalement, plutôt que quand on essaye de vous faire rentrer au forceps dans un système préexistant. Et le deuxième terme que j'aimais pas, c'était quoi, inclusion et... En situation de handicap. Alors, en situation de handicap, je trouvais que c'était un peu appeler un chat un chien, c'est-à-dire qu'on voulait pas parler de handicap, on disait en situation de handicap. Et un jour, on m'a expliqué, je parlais avec... c'était un administrateur de la GFIP, je lui ai dit en situation de handicap, ça me gonfle. Et il me dit mais non, pas du tout, parce qu'en situation de handicap, ça montre qu'on n'est pas globalement handicapé, on est handicapé dans une situation. Et moi, je cite souvent mon père, qui pendant de nombreuses années était en situation de handicap face à un ordinateur. Moi, parfois, je donne des cours de cuisine à des gens qui ont leurs 2 mains, leurs 2 pieds, et ils sont très handicapés face à un couteau. Donc finalement, c'est un terme que j'aime bien. Voilà. C'était des termes que je n'aimais pas, mais une fois que je les ai assimilés, je les ai bien aimés. Une fois que vous les avez apprivoisés, ça s'est simplifié. Quand vous avez, je dirais, fait vos premiers pas dans le monde professionnel, est-ce que vous avez une gêne, un regard différent qui s'est porté par rapport à votre handicap ? Alors, moi, je suis arrivé à la cuisine par le truchement des émissions télévisées. Oui, c'est vrai, on peut le rappeler. Et du coup, je n'avais pas du tout de formation. Et je pense que la défiance à mon endroit, c'était plus du fait que j'étais un amateur et que j'étais passé à la télé. Parce que maintenant, si tu n'es pas passé à la télé, tu n'es pas cuisinier. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, des cuisiniers qui passaient à la télé. Et les gens n'aimaient pas trop. Moi, j'avais conscience de ce qu'était mon niveau, c'est-à-dire pas grand-chose. Je me suis fort heureusement amélioré depuis en apprenant sur le tard. Mais le problème du handicap,
c'est que autant il y a des gens qui vous disent volontiers qu'ils sont misogynes, racistes, j'en passe et des meilleurs, mais le handicap, on n'ose pas dire qu'on n'aime pas le handicap. Alors, fort heureusement, mais je veux dire, du coup, il n'y a pas vraiment la circulation de la parole, et derrière, ça fait qu'il y a des non-dits, et voilà. C'est-à-dire que les gens, en soi, ils n'avaient rien contre mon handicap, mais toujours un petit problème d'antagonisme dans leur tête entre handicap et performance. Marie-Laure Belair, d'Argent. On a parlé d'inclusion, d'intégration. Et quel est je dirais, le niveau d'intégration, le taux d'intégration des personnes souffrant d'un handicap aujourd'hui dans le monde professionnel? On arrive à le mesurer, ça? Alors, aujourd'hui, on arrive à le mesurer, et j'allais dire, on le mesure de mieux en mieux. J'ai parlé tout à l'heure de la création de l'AGEFIP en 1987. Donc, nous avons une loi qui oblige à l'emploi de personnes en situation de handicap dans les entreprises de 20 salariés et plus. Ça veut dire qu'on mesure à un moment donné un pourcentage de personnes en situation de handicap dans les collectifs de travail. Donc ça veut dire que la mesure, elle existe. Et depuis quelques années maintenant, on demande même aux entreprises de moins de 20 salariés de déclarer via les déclarations sociales nominatives, la DSN, la situation de leurs collaborateurs vis-à-vis du handicap. Donc on mesure de mieux en mieux, mais on mesure sur la base de ce qui relève du handicap officiel. C'est-à-dire qu'on sait, comme vient de le dire Grégory, que handicap, c'est un mot fort, c'est un mot qui n'est pas parlé dans plein de situations. Et donc, certaines personnes n'osent pas se mettre en officialisation de cette situation, voire même n'identifient pas leur propre situation comme étant effectivement une situation de handicap. Parce que dans nos représentations collectives, le handicap, c'est le fauteuil roulant, c'est la canne blanche, c'est ce qui se voit. Alors qu'en réalité, le handicap, dans 80% des cas, il ne se voit pas. La majeure partie du handicap, c'est plutôt du handicap qui va arriver au cours de la vie et au cours de la vie professionnelle. On a une moyenne d'âge à hauteur de 42-43 ans de la survenance du handicap. Et tout ça, ça bat en brèche en fait les représentations. Donc oui, on arrive à le mesurer. Et oui, on est capable de mesurer, par exemple, dans un secteur comme celui de la restauration, qu'on est plutôt dans un phénomène de progression. Voilà. Je crois qu'on a quelque chose comme de l'ordre d'1 million de salariés dans le secteur de la restauration. Au dernier décompte, selon la police, on est à 5500 personnes en situation de handicap qui travaillent dans ce secteur. C'est mieux que la dernière fois qu'on a relevé les compteurs, mais ça reste, vous le voyez, quand même un petit chiffre au regard de la totalité des collaborateurs qui peuvent travailler dans ce secteur. En tout cas, vous soulevez un point, effectivement, je pense qu'on doit aborder aussi dans ces termes d'inclusion et d'intégration. C'est qu'il y a deux types de handicap. Le handicap physique, vous avez raison, qui se voit, et puis le handicap mental, c'est comme ça qu'on va le définir. Est-ce qu'il y a, je dirais, des handicaps qui sont plus simples alors si on revient à d'autres mondes de la restauration, à intégrer, ou est-ce qu'il y a une crainte quand même dans les restaurants, quand on est propriétaire d'un restaurant, de se dire je vais intégrer une personne handicapée, est-ce que je vais bien savoir faire? Est-ce que mon personnel va bien l'accepter? Alors, il y a du handicap physique, il y a du handicap mental, mais il y a aussi plein d'autres types de handicaps. En fait, la diversité des handicaps, c'est la diversité de la vie, en vérité. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a des plus difficiles que d'autres? En fait, chaque situation va créer ou pas des conditions handicapantes dans le contexte professionnel qui va être celui dans lequel la personne va évoluer. Tout à l'heure, Grégory faisait la différence en parlant de cette expression de personne en situation de handicap ou de personnes handicapées. Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire, en fait, il y a des personnes handicapées qui sont en situation de travailler comme tout le monde ou pas. Et ça, la différence, elle va se noter à travers le contexte dans lequel la personne évolue et les compensations qu'on va pouvoir mettre en place avec, bien sûr, une recherche d'efficience,
pour qu'elle soit en mesure de travailler et de développer l'ensemble de ses talents, de sa force d'activité, de sa contribution au collectif, etc. Voilà. Donc après, est-ce que c'est difficile dans le secteur de la restauration? J'allais dire, moi je ne suis pas une spécialiste du secteur de la restauration puisque nous on travaille avec l'ensemble des secteurs d'activité. Ce que j'observe toutefois, c'est que on est plutôt sur un secteur composé d'entreprises avec des faibles effectifs, hein, c'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de cette obligation à 20 salariés ou plus. Donc le secteur de la restauration, il est assez peu soumis finalement à l'obligation d'emploi. Et pourtant, on a de nombreuses personnes en situation de handicap, et quel que soit leur handicap, qui travaillent dans le secteur de la restauration. Ça veut dire que c'est possible, y compris quand il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire y compris quand il n'y a pas de contraintes de la société sur ce terrain-là. Et bien sûr, on est en face d'équipes qui ont envie de construire et de proposer des produits intéressants pour les clients, mais on est aussi face à des contraintes et des ambitions d'un point de vue économique, et c'est normal. Et si elles sont là, ça veut dire que ça fonctionne. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une belle démonstration. Alors, quand vous parlez d'obligation, est-ce qu'il y a un accompagnement lorsque on accueille une personne Alors, tout à fait. au sein de son entreprise? Tout à fait. Alors, ça, c'est le job vraiment de quotidien de la GFIP. Si je devais le décrire assez schématiquement, on a un travail de service et d'accompagnement des entreprises pour qu'elles puissent réfléchir à la manière dont aujourd'hui elles gèrent cette question du handicap à l'intérieur de leur rapport en termes de ressources humaines, hein, globalement. Donc bien sûr, quand on est une toute petite structure, on a un restaurant avec 10 personnes, on n'appelle pas ça une politique RH. Hein. Voilà. Quand on est une plus grosse structure, là on commence à construire des choses de manière plus rationnelle. Et le travail des conseillers de la GFIP, ça va être justement de re-questionner ces éléments-là avec l'employeur, avec un éventuel référent handicap, pour identifier globalement dans le système d'horloge dont a parlé Grégory, comment on fait pour ouvrir notre mécanisme et faire en sorte que chacun y ait sa place et qu'on ait une contribution plus forte tous ensemble et qu'on donne encore plus précisément l'heure peut-être. Donc ça, c'est une première thématique. Mais notre job aussi, c'est d'accompagner les organismes de formation pour qu'ils soient en mesure d'accueillir tout type d'apprenants, qu'on soit sur de la formation initiale par la voie de l'alternance, et j'en parle d'autant plus facilement que sur des secteurs tels que la restauration, c'est vraiment une voie traditionnelle, hein, historique, que le développement des compétences. Faire en sorte donc qu'ils conçoivent leur parcours pour qu'ils soient ouverts à tous, mais qu'on soit en mesure aussi de les accompagner, y compris en construisant des compensations individuelles et spécifiques en fonction des besoins des apprenants et par rapport à la fois à l'entreprise qui va les accueillir dans le cadre de leur parcours, mais aussi à l'équipe pédagogique qui va les accompagner sur la formation socle. Et puis le troisième élément d'activité de la GFIP, c'est de construire des situations dans l'entreprise, y compris avec de l'ingénierie financière, hein, et de l'investissement financier de la part de la GFIP, pour que la compensation technique, la compensation humaine, l'aménagement du poste de travail, il soit pleinement opérant et qu'il permette donc à la personne de contribuer pleinement dans le cadre de ses activités. Alors, je vais peut-être faire un pas de côté, mais est-ce qu'une initiative comme le Café Joyeux, c'est une bonne initiative? Est-ce que d'offrir une visibilité à un pan d'un handicap, ça aide aussi à l'inclusion? Alors, j'allais dire Vous pouvez y répondre. Il n'y a pas que moi qui peux parler. Je vais laisser la parole. Sentez-vous libre de prendre la parole. C'est jamais mauvais. Enfin voilà, faut pas non plus que le fonds de commerce soit juste venez, on va vous montrer des personnes différentes. Je pense que le juge de paix, quel que soit le type d'activité, c'est qu'on soit au même niveau que le reste. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique aux gens parfois. Alors ça s'est beaucoup amélioré, mais à une époque, j'étais ambassadeur de la GFIP pendant 8 ans. On avait souvent des ESAT qui faisaient des cocktails, et les premières années, c'était, on mangeait un peu par conviction, quoi. Et je leur dis, mais
les gars, faites pas travailler des personnes handicapées pour faire travailler des personnes handicapées. Il faut qu'il y ait la qualité au bout, sinon c'est desservir le message. Donc tant que derrière la presta, elle est au niveau, en l'occurrence dans les cafés joyeux, moi je trouve ça très sympa. Le café est bon, la nourriture est chouette, tant mieux. Après, il ne faut pas juste jouer sur le levier de voilà, vous allez voir des personnes handicapées, donc on se dit qu'on n'est pas vraiment obligé de vous faire à manger correctement ou de vous faire du bon café. Marie-Laure? En fait, j'allais commencer comme Grégory. Toutes les initiatives sont bonnes pour montrer que chacun a sa place dans notre société, et que ce soit dans le milieu professionnel comme dans la société en général. Donc oui, après, il faut montrer aussi par là la capacité à faire et à faire bien et à offrir un service de qualité. Alors du coup, est-ce que cette obligation, elle amène quand même une inclusion un peu plus large et une intégration plus simple? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle oblige tout le monde à se poser la question. Ouais. De quel choix on opère, hein? Est-ce que la contrainte, on en fait finalement un impact financier pour l'entreprise, ou est-ce qu'on en fait une opportunité de faire les choses différemment en prenant le risque de les faire mieux? Donc l'obligation, elle pousse tout le monde à agir et à s'interroger sur tout ça. Et nous, notre job, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte qu'ils soient de bons conseils pour les entreprises, de bons conseils pour les organismes de formation, de bons conseils aussi pour ceux qui accompagnent en matière d'orientation, de réflexion sur les évolutions professionnelles, pour que tout le monde se sente en mesure d'ouvrir ses chakras sur les possibilités. On parlait de la GFIP, vous avez dit que vous étiez ambassadeur de la GFIP. Grégory, aujourd'hui, je sais que vous faites partie du conseil d'administration de Handicap International. Vous pouvez nous situer, qu'est-ce que c'est Handicap International? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît de loin, mais voilà, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Bon, alors c'est sûr que ça n'a pas une dimension territoriale en France. Déjà, c'est une association qui est lyonnaise, dont le siège est toujours à Lyon. Ça a débuté Handicap International par des missions au Vietnam, opérées par des médecins pour, sur place, permettre aux personnes qui ont été touchées par les mines de fabriquer elles-mêmes des prothèses. En l'occurrence, c'est avec du bambou, des matériaux de récupération, des choses de Stakabi. Et maintenant, l'objectif d'Handicap International, c'est d'aller dans les espaces de conflit, les zones de conflit, faire en sorte justement de favoriser l'inclusion. Alors, c'est par le fait d'amener du matériel et des choses comme ça, mais il y a aussi tout un travail pour former les gens et qu'ils arrivent à continuer à gagner leur vie décemment malgré leur handicap. Donc il y a aussi de l'aide sanitaire, humanitaire, enfin tout le pataquès. Et malheureusement, c'est un peu comme la GFIP, ce sont deux entités que j'aimerais bien voir disparaître un jour. Je crois que c'est pas demain la veille. Et vous me disiez, quand on s'est parlé pour préparer cet échange et votre présence aujourd'hui, que les dons se faisaient de moins en moins importants. Alors c'est un gros problème, c'est-à-dire déjà parce que les gens sont de plus en plus aussi en galère financière tout court, donc la priorité c'est quand même de survivre avant de donner pour les autres. Le problème qu'on a, c'est que les gens se disent oui, c'est bien beau, mais c'est à l'autre bout du monde. On l'a pas sous les yeux, on s'en fiche un peu. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Même l'Ukraine, qui est pourtant pas très loin, enfin voilà, c'est pas toujours évident. Et il y a de moins en moins de dons en règle générale de nos jours, et quelles que soient les associations. Et c'est vrai que c'est compliqué. On réfléchit à plein de choses. Nous, on a la chance chez Handicap International. On a la chance maintenant. Ça se vend moins, mais il y a eu le sac à sapin qui a rapporté beaucoup d'argent. Ça, c'était chouette. Et c'est drôle parce que j'en parlais avec la future nouvelle présidente il y a 2 jours. Et je lui disais, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver le nouveau sac à sapin. C'est-à-dire un truc qui soit utile, qui n'a rien à voir avec notre activité, mais qui soit une source de financement. Donc ça, c'est le prochain travail. Exactement. Je vais vous donner la parole parce qu'on ne vous a pas encore entendu, Freddy Zerbi. Donc la carte SpeakYou, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, vous, tout d'un coup, de créer une carte qui parle et qui donc rende service aux gens qui ne voient pas? Alors, je me dois de vous dire avant tout que j'ai un enfant handicapé. Il n'est pas aveugle, mais handicapé. Et ceux qui n'ont pas d'enfants ou de personnes en situation de handicap ne peuvent pas toujours comprendre ce qu'il en est pour des parents ou pour des accompagnants, des aidants, etc. Je vais vous laisser imaginer une petite seconde. Vous allez au restaurant
Et puis là, à ce moment-là, vous avez votre enfant, je vais prendre mon cas, votre enfant qui vous dit « Tiens, dis donc, papa, je prendrais bien une pizza. » Avec plaisir, donc on commande 2 pizzas. Eh bien, sachez que je mange toujours en dernier. Ça veut dire que ma pizza est froide. Oui, parce que c'est moi qui coupe la pizza de mon fils. Et puis pendant que je la coupe, ben, je mange froid. Alors, je vous rassure, j'ai trouvé une astuce. Je mange en premier. Oui, je sais, oui, ça plaît pas du tout, ça plaît même pas à ma femme. Bon, tout ça pour vous dire qu'en France, nous avons 130 000 restaurants et nous avons 3 100 000 de personnes en situation de handicap visuel. Vous allez me dire, pourquoi ne pas s'intéresser aux 12 millions de personnes en situation de handicap? Je vais peut-être rebondir sur une phrase. Tout à l'heure, on disait handicapé, en situation de handicap. Alors, j'ai longtemps été intéressé par ce changement de phrase. Et on me disait, oulala Freddy, on ne dit plus handicapé. Ça se fait pas. Ah bon? Ah non, non, non. C'est politiquement correct. Maintenant, on dit en situation de handicap visuel ou en situation de handicap tout court. Ah bon? Mais ça change quelque chose pour eux? Non, ça change rien en fait. C'est toujours, mais c'est un nom plus long. Bon, voilà, c'est comme ça. Et tout ça pour vous dire que pourquoi est-ce que je ne m'intéresse pas, enfin, je dis une bêtise, je ne fais pas grand-chose pour les autres handicaps. C'est que lorsqu'on va au restaurant et que vous êtes en chaise, encore que sur les 12 millions de personnes en handicap, les fauteuils ne représentent que 4%. Pour autant, c'est eux qui nous ont, avec beaucoup d'humour, hein, rassurez-vous, obligés à faire les travaux, à agrandir les toilettes, à mettre une rampe d'accessibilité handicapée, etc. Enfin voilà, bon, c'est une blague, mais c'est un petit peu ça. Et les personnes en situation de handicap visuel nécessitent une formation pour, on va dire, pour les serveurs, les cuisiniers, en fait pour l'accueil et même pour les hôtels. Une personne qui vient en fauteuil, on retire la chaise, il s'installe, il peut parfaitement lire la carte, couper sa viande ou pas, il peut se servir à boire, etc. Et tout ça, en tant que restaurateur, je l'ai vécu longtemps. Je me dois de vous dire aussi que pour mon fils, j'ai fait... alors en ce temps-là, j'étais dans le monde de la pizza. Et le 15 juin 1997, je réalisais la pizza la plus grande du monde. Alors bon, j'ai un peu de fierté, on est toujours dans le livre des records. Et j'ai fait ça pour les IME, Instituts médico-éducatifs, qui ont accepté de garder mon fils dans la ville d'Orléans. Et sinon, il fallait que je l'envoie je ne sais où. Et puis, je me suis dit, bon sang, du haut des 47 mètres de hauteur avec la nacelle, en mettant l'origan sur la pizza, vous imaginez, c'était très rigolo. J'ai dit, bon sang, 12 000 personnes sur la place du Mar 3 à Orléans pour le monde du handicap. Eh bien, il faut que je fasse encore un peu plus. Et puis, je me suis intéressé au monde du handicap. Et puis voilà. Et puis, pour moi, les aveugles étaient peut-être les plus... les moins reconnus et ceux qui fréquentaient les restaurants. Et donc, j'ai créé une carte, non pas en braille, car en 2016, de mémoire, le braille était reconnu par 25% des déficients visuels. En 2022, ils étaient plus que 10%. Et à fin 2024, ils n'étaient plus que 3%. Alors, tant mieux. Ça signifie que les personnes qui naissent aveugles, il y en a de moins en moins. Donc, moins besoin de s'intéresser au braille. Alors, bien sûr, j'étais très embêté. J'ai donc inventé une carte audio, une carte de restaurant audio, ce qui permet d'écouter le menu, etc. Et puis, voilà, je suis donc ravi de tout ça. Et maintenant, je fais des formations dans ces lycées hôteliers pour toute cette future génération. Ça a été long et compliqué à développer, parce que ça ressemble à quoi une carte audio? C'est aujourd'hui, Alors, je l'ai dans mon sac. Je veux bien qu'on la montre, c'est oui, intéressant. Je vais vous montrer ça, bien sûr. Merci, Martin. Merci bien. Parce qu'il faut qu'on voit à quoi ça ressemble. Oh, imaginez une carte de restaurant avec un petit mécanisme à l'intérieur. Vous voyez, ça, j'ai fait ça pour la semaine dernière. Nous avons organisé une table ronde avec l'Éducation nationale donc, à Paris. Et puis, la carte se décompose comme cela, tout simplement. Donc, on peut imaginer un menu à l'intérieur. Vous avez vous avez trois boutons. Merci Greg. Vous avez 3 boutons avec un léger relief pour que la personne en situation de handicap visuel puisse repérer.
Derrière, vous avez 3 boutons pour enregistrer. Et je vais en faire un. Grégory, je suis très content que tu sois là. Merci à toutes et tous, parce que il y a longtemps que je voulais rencontrer Grégory. Bon, vous imaginez qu'on peut y mettre le menu, enfin tout ce que l'on souhaite. Et puis, eh ben, la personne déficiente visuelle a la carte. Grégory, je suis très content que tu sois là. Merci à toutes et tous, parce que il y a longtemps que je voulais rencontrer Grégory. Alors, j'entends pour de vrai, moi. Hein. Je ne suis pas sûre que vous l'entendiez. Mais... On n'arrive pas à le... Oui, pas Ça beaucoup. passe pas parce par que- le micro, mais on entend bien. Oui, Non, on l'entend mais parce bien, qu'en que- fait, la carte est faite pour pas déranger l'autre table d'à côté, de telle sorte que la personne en situation de handicap puisse écouter sa carte sans déranger toute la salle. Et c'est rechargeable, non, c'est ça? Et c'est rechargeable, absolument. Dès que le son commence à être... voilà, on recharge la carte. Donc, c'est exceptionnel, ça plaît beaucoup. Pour les lycées hôteliers, elle sert aux élèves à apprendre à vendre un menu, l'éloquence, etc., etc. Et puis, pour les restaurateurs, ils l'utilisent, mais pas que pour les personnes en situation de handicap. Je pense que pour les personnes de plus de 40 ans qui sont presbytes, ça marche très très bien aussi. J'allais dire 65. Mais est-ce que, moi c'est la première fois que je vois ça et que pourtant des restaurants j'en fréquente, je n'ai jamais eu vent d'une quelconque existence d'une carte Ouais. destinée aux non-voyants. Alors c'est compliqué parce que beaucoup de restaurateurs vous disent « Mais Freddy, avec le téléphone portable maintenant, facile pour un aveugle ?» Eh ben non, un aveugle n'a pas envie d'utiliser son téléphone portable au restaurant. Il a envie de vivre comme tout le monde. Et l'intérêt de ces formations, c'est justement de faire en sorte que ce soit le personnel du restaurant qui s'occupe de tout. Je suppose que certains d'entre vous savent comment un aveugle se sert à boire. Alors, regardez voir. Prend son verre. Il met... Alors, je ne vais pas vraiment le faire, mais il met son doigt dans le verre et il sert. Et il fait couler sa boisson, le vin, le thé, enfin ce que vous voulez, sur son doigt. En tant que serveur, j'étais malheureux de voir ça. J'ai dit, bon sang, c'est pas possible. Faut qu'on arrête ça. Les tasses de café. Il ne voulait pas boire de café parce qu'une tasse fait 4 centilitres. Et si on sert un expresso de 4 centilitres, eh bien, le café est presque à ras-bord. Il ne voulait pas boire de café de peur de le renverser. Il ne voulait pas prendre de plat qui nécessitait de couper une viande. C'est quand même aberrant. Enfin bon, précédemment, mon restaurant était un restaurant espagnol. Notre spécialité était la paella arroz negro, donc à l'encre de sèche et aux fruits de mer. Tom, qui était un client très fidèle, aveugle, très fidèle, me disait « Freddy, c'est un plat qu'on ne pourra jamais manger. » Elle est bonne ma paella. Il me dit non, c'est pas qu'elle soit bonne, pas bonne. C'est qu'en mettant les mains dans la paella pour décortiquer les gambas, les moules, les crevettes, je risque d'avoir de l'encre de sèche sur les doigts. Et si malheureusement, j'ai le nez qui me gratte, je vais avoir du noir sur le nez. Tout le monde va le voir, sauf moi. Donc c'est un plat que je ne pourrais pas manger. Au même titre qu'ils ne veulent pas manger de burger au restaurant parce que ils risquent d'en mettre partout. Donc je vous laisse imaginer les cuisiniers, dans la formation, comment ils doivent adapter rapidement, brièvement, ce même plat. Oui, souvent je fais ça, j'éteins les lumières à un moment donné. On parle de non-voyance, c'est ça, c'est la non-voyance. Il y a une sorte de... Mais je ne sais pas si vous l'avez essayé, il y a un restaurant et voilà. Qui s'est ouvert à Paris. J'étais sûr qu'on allait y dans le venir. noir. Ne confondons pas les restaurants dans le noir, dit restaurant à l'aveugle. Vous savez, on mange dans le noir, voilà, c'est rigolo. Ça leur permet de passer ce qu'ils veulent comme plat, même les moins bons. Oui, parce que je l'ai essayé. Et nos déjeuners à l'aveugle que nous faisons donc le lendemain de la formation, avec ces jeunes dans les lycées hôteliers, où là nous faisons un déjeuner à l'aveugle pédagogique. C'est-à-dire que, imaginons que Madame de l'AGFIP et notre ami Grégory vont au restaurant, imaginons qu'elle soit déficiente visuelle, eh bien, l'idée est qu'on présente à Grégory toute la particularité de ce déjeuner, de telle sorte qu'elle puisse manger sans être obligée de couper sa viande. Tout sera prédécoupé en cuisine. En salle, elle n'aura pas besoin de se servir elle-même, et encore moins Grégory. C'est le serveur qui va s'en occuper. Dans la restauration, on dit on ne touche pas les clients. Ça ne se fait pas de toucher le client. Eh bien, les déficients visuels, ça fait partie de leur quotidien.
on doit les toucher. Et donc, on va poser la main sur l'épaule au moment de servir ou desservir, etc., etc. Voilà. Je me permets de rebondir. Oui, Ce qui est bien très sûr. drôle, c'est que la dernière fois que j'ai déjeuné avec Marie-Laure, c'était un repas à l'aveugle. Et ben voilà, Absolument. bon sang. Mais moi, je vais aller à un contresens de ce que vous dites parce que moi, j'ai testé ce restaurant dans le noir et j'ai trouvé que l'expérience était incroyable. Oui. Parce qu'en fait, on se retrouve tout d'un coup sans son sens premier. C'est-à-dire qu'on est vraiment profondément dans le noir parce qu'on n'a pas de montre, donc il n'y a plus rien. On est obligé de faire confiance à quelqu'un qui donc n'a pas la vue mais qui vous guide. Et une fois installé, vous comprenez tout le sens de l'olfaction et aussi tout la complexité de se nourrir quand on a que l'environnement, l'ouïe, l'odorat. Et ben tout le monde le fait. Hein. On met les doigts dans Ah, l'assiette, voilà. ne serait-ce que pour essayer, parce qu'en fait on ne sait pas. Et on a beau prendre 2-3 repères à un moment donné. Moi, j'ai trouvé que l'expérience était assez incroyable parce que ça nous remet un peu quand même, ça nous recadre dans. Non, mais c'est bluffant, je Ouais. suis d'accord. Mais malheureusement, ça ne reste qu'une animation. Voyez, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire comprendre aux néophytes, aux gens traditionnels, etc., tout l'intérêt qu'il y a de faire plaisir à ces 3,1 millions d'individus. 130 000 restaurants, 3,1 millions d'individus. Nous, restaurateurs, pendant de longues années, je me plaignais de ne pas avoir assez de chiffre d'affaires. C'est comme tous les restaurateurs. Hein, sauf que personne ne s'intéressait à cette niche, pardon de parler comme ça, mais à cette niche de clientèle. Mais pour les avoir, il fallait savoir bien les accueillir, cuisiner pour eux convenablement, sans pour autant se disant, bon, il ne voit pas, donc on peut lui mettre tout en vrac. Non, parce que son binôme voit, les gens d'à côté voient, donc il faut que l'assiette soit présentable. Il faut que ce cuisinier dise, OK, la passion, je vais faire plaisir au DV. DV, déficient visuel. Voilà un peu ce que j'apprends à toute cette future génération de jeunes. Alors, je rebondis sur cette question et sur l'éducation faite dans les écoles hôtelières. Y a-t-il une anticipation par rapport à tout type de handicap, à la manière dont on doit se comporter? Parce que voilà, quand on n'a jamais eu cette expérience-là, tout d'un Je coup, suis d'accord. une fois formé, vous êtes au restaurant, quelqu'un arrive souffrant d'un handicap. Comment est-ce que vous réagissez? Alors, je vais vous raconter quelque chose, mais promettez-moi de ne pas me haïr et encore moins de me juger. Je travaille beaucoup avec le monde du handicap et un jour, un éducateur vient me voir en me disant « Dis donc, Freddy, je voudrais te présenter un petit jeune. Il est commis de cuisine, malentendant. Quand je te dis malentendant, c'est du malentendant. Et il adore la cuisine. Est-ce que tu pourrais le prendre en stage pendant ne serait-ce qu'une semaine ?» Malentendant en cuisine? Oh mon Dieu! Tu veux qu'il se blesse? Enfin, je sais pas quoi. Puis j'ai 4 personnes en cuisine, pas toujours très sympa. Donc, il me dit, bon, allez, c'est parti. Premier jour, je disais au gamin, écoute, tu vas être l'aboyeur, c'est-à-dire que tu vas annoncer les bons. Et quand on te demande d'envoyer la table 12, eh bien, ce sera comme au basket, ça fera 2, puis 10, voilà. Il me dit d'accord. Sauf que, et c'est là, promettez-moi de ne pas me haïr, vous savez, ces petits morceaux de sucre enveloppés, eh ben, je prenais un carré de sucre, je lui jetais dans le dos pour qu'il se retourne. Parce que je l'appelais, il ne me répondait pas, quoi. Ça m'énervait. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, un de mes amis m'a mis, un petit électricien, m'a mis une rampe avec 4 ampoules de couleur. J'avais 4 serveuses, avec un bip. Donc c'était très sympa. C'est superbe. Alors, en fin de semaine, tout le monde s'est mis à pleurer parce qu'il devait nous quitter. Et moi, le premier. C'est un super cuisinier. Et je voudrais dire qu'il y a en France 10 000 commis de cuisine malentendants qui cherchent du travail. 10 000. Mais je pense qu'il y a une crainte. Mais bien je pense sûr. qu'il y a la crainte, l'exemple que vous donnez, pour moi, il est extrêmement parlant. Puis je pense qu'on a aussi la crainte de ne pas savoir bien faire. Quand je dis se comporter, c'est ça, c'est voilà, comment je réagis, le regard que C'est je ça. porte, parce qu'on a toujours peur en fait de mal regarder, de trop regarder. On se dit, moi un jour j'ai travaillé avec une personne non voyante, je n'ai pas su faire. Et je l'ai revue l'autre jour par hasard. J'étais assez content de la revoir parce qu'avec quelques années plus tard, j'ai mieux su. Mais ça m'a vraiment, ça m'a chagriné. J'ai jamais su faire. Alors que c'était pas grand-chose finalement. Mais voilà, il y a ce truc. Ce que j'essaie d'instaurer dans mes modules de formation, là, c'est d'essayer d'instaurer quelques langues des signes. Bah, vous allez me dire à quoi ça sert. Ben, quand j'étais gamin, j'ai eu la chance de travailler chez Taïwan à Paris et j'étais en cuisine, donc j'oubliais.
Et je me faisais humilier par le chef de parti, voire le chef, etc. Ils m'ont mis en salle. Ils m'ont dit, allez Freddy, tu vas en salle. Et en salle, j'oubliais le pain, j'oubliais la carafe d'eau. Mais je me faisais engueuler. J'étais très très mauvais, hein, je vous rassure. Hein. C'est pour ça qu'on vous a mis en cuisine derrière. Ouais, non, mais bon. Et je me faisais disputer, je dis, c'est pas possible. Et tous ces jeunes qui se font engueuler en cuisine, en salle, eh ben, je me suis dit, si on pouvait apprendre quelques rudiments de la langue des signes, du genre bienvenue au restaurant, tiens, n'oublie pas le pain sur la table, etc. Tout en langue des signes, je laisse imaginer tous ces jeunes qui ne se feraient plus engueuler du tout, en tous les cas, devant les clients. Sérénité, le calme et l'assurance de dire, putain, il m'a même pas disputé, dis donc. Et effectivement, le pain, je vais le ramener tout de suite sur la table. Et on n'imagine pas un aveugle rester la main levée en disant, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'apporter l'eau ou le pain? Ouais. Ou quand est-ce que je vais avoir mon addition? Enfin, vous voyez, tout ce travail, bon, j'ai eu les honneurs cette semaine d'éducation nationale, je suis vraiment très fier et ravi, et je tiens à préciser que je n'ai pas d'entreprise. Voilà pourquoi j'ai le sourire. Je ne suis pas à la recherche de chiffres d'affaires, etc., etc. Et tous les 1 an et demi, avec l'argent de ces formations, eh bien, j'invite une douzaine de chefs étoilés, tu le notes, hein? Je suis pas étoilé. Voilà, absolument. On s'en fiche. J'invite une douzaine de chefs et j'organise un dîner de gala. Et avec l'argent de ces formations, je parraine un chien d'aveugle que j'offre à un enfant aveugle. Et ça fera notre 6e chien au mois de juin, puisque ce sera au mois de juin. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci, ouais, vous avez raison d'applaudir. Grégory, une question toute bête, mais quand on souffre d'un handicap comme toi, et quand on est restaurateur, est-ce qu'on a des gens handicapés qui viennent plus facilement frapper à la porte, pensant qu'ils seront... non, parfois c'est un peu le parcours du combattant, donc ce serait une très bonne chose. Alors c'est marrant, parce que j'y réfléchissais tout à l'heure quand on en parlait. J'ai des demandes de stage de la part de personnes en situation de handicap auxquelles on répond favorablement, mais pas de demande d'embauche. Je ne sais pas où ils passent après les stages. Alors on peut pas, si on a la volonté de recruter une personne en situation de handicap, on ne peut pas réellement le faire parce qu'on ne peut pas mettre sur une annonce recherche travailleurs en situation de handicap, c'est discriminant pour les personnes valides. Ouais. Mais c'est vrai que dans le métier, il n'y a pas tant que ça. Alors c'est un métier qui crée beaucoup de handicap, hein, parce que les gens, pareil, passés 40 ans, qui ont mal au dos, qui sont coupés, patins couffins, mais il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'aimerais bien. Alors après, tous les handicaps ne sont pas toujours bons en cuisine, pas pour une affaire de capacité et en salle, mais aussi pour une affaire de physionomie. Nous, notre cuisine, elle fait 12 mètres carrés. On ne pourrait pas mettre un fauteuil ou un truc comme ça. Enfin, sinon, on a toute l'équipe qui se casse le dos et c'est pas jouable. Mais j'ai coutume de dire, on parlait de quel handicap tout à l'heure était bon pour la cuisine. Il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. En fait, il faut voir ce qui est aménageable par rapport à la cuisine qu'on a. Mais toute personne est susceptible de cuisiner, c'est pas un problème. Moi, bien évidemment, je les accueille avec grand plaisir, mais il n'y en a pas tant que ça. Oui, voilà. C'est vrai. Alors, ça va peut-être vous amuser, mais je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Hakim, capitaine de l'équipe de Cécifoot qu'on a eu pendant les Jeux paralympiques. Il travaille à l'hôtel Pullman Hotel, Tour Eiffel. Il est maître d'hôtel, il est aveugle, il vous accueille et vous installe et vous apporte la carte, etc., etc. Pas une seconde, vous pouvez imaginer que ce gars-là est aveugle. Pas une seconde. C'est incroyable. Et il est aveugle. Enfin voilà, c'est fantastique. Marie-Laure, une question. Allez-y, je vous laisse rebondir. Non, simplement, je voulais réagir. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on peut être accompagné sur l'accueil et comment parler finalement et faire en sorte, par le questionnement, d'être à l'écoute aussi du besoin de ce nouveau collaborateur qu'on accueille? Je voudrais juste dire, dans l'exemple de Freddy, ils ont mis moins de 5 jours pour accueillir un jeune en stage. Et il n'avait pas le métier, il avait... Enfin, voilà, donc oui, ça nécessite un petit peu de se pencher sur la question et d'y réfléchir. Et en même temps, vous aurez tous noté que c'était relativement rapide à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a un accompagnement, je dirais, pour les jeunes gens qui souffrent d'un handicap, qui voudraient donc se diriger, alors on va rester dans la restauration, mais quand ils sont donc, en scolarité, est-ce qu'on a justement quelqu'un qui va les guider, les orienter vers un travail adapté? On m'a raconté quelque chose d'assez
je dirais presque choquant. L'autre jour, un professeur de pâtisserie à l'école de Rouen, à l'ENSP, m'explique qu'en fait, il accueille dans une de ses classes une jeune fille qui se déplace avec un déambulateur. Donc je vous laisse imaginer la manière dont elle a pu essayer d'apprendre la pâtisserie en s'appuyant sur ses avant-bras pour se tenir debout. Ça a duré quelques semaines qui ont été pour elle un cauchemar. Tout cela parce qu'en fait, visiblement, beaucoup de gens avaient dit si, il faut l'accepter, il faut l'accueillir et il faut qu'elle soit là. On imagine en m'écoutant que ça n'était pas la bonne solution. D'où ma question, voilà, est-ce qu'à un moment donné, on oriente en disant, en fait, ça oui, mais ça non, parce qu'on comprend bien que ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est le matériel qui n'était pas adapté, C'est ce que uniquement. j'allais Le déambulateur qui n'était pas adapté. Il y a des systèmes qui existent, même dans les toutes petites cuisines. Enfin, moi, Ouais, j'ai ouais. vu des systèmes de harnais avec des cuisiniers qui peuvent être à chaque coin Parce que là, ouais, de là, la le professeur m'a dit préparation. que ça Donc, s'était arrêté non, dans mais un... là, certainement, en fait, c'est pas parce que c'est possible dans toutes circonstances Oui, et dans bien toutes entendu. conditions. Voilà, il faut aussi réfléchir à optimiser les conditions et l'aménagement. Et ce qui est la solution pour certains ne sera pas la solution pour d'autres. Voire même ce qui est la solution maintenant, sur une première phase d'apprentissage, ne sera plus la bonne solution à la fin du bac pro, par exemple. Donc voilà. Alors, pour répondre à votre question, moi je vais faire un tout petit peu de dichotomie, mais on est sur de la formation initiale. Et Freddy parlait de sa démarche avec l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui intervient avec ses établissements scolaires, etc. Nous, la GFIP, on va plutôt intervenir sur de la formation professionnelle continue, donc vis-à-vis de personnes qui sont déjà en situation d'emploi. Ils veulent chercher un emploi. Ou qui veulent chercher un emploi. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'alternance, parce que l'alternance, même si ça peut se réaliser dans le cadre de la formation initiale, on est déjà dans une situation professionnelle. Et sur ce terrain-là, nous, on travaille avec les CFA pour qu'ils construisent aussi, quand ils rénovent, hein, quand ils aménagent, pas quand ça fonctionne et que tout roule, leurs outils, leurs ateliers, leurs plateformes techniques, de telle sorte que ce soit utilisable par 98%, dans 98% des situations. Et là où on va intervenir, c'est sur le 2% qui reste. Voilà. Après, lorsque le handicap survient, parce que je risque de me répéter sans me contredire, c'est la majeure partie des situations, la question qui se pose quand on doit abandonner le métier qu'on a exercé pendant 10, 15, 20 ans et qu'on doit se reformer à un nouveau métier, c'est finalement qu'est-ce que je suis en capacité de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que mon handicap rend encore possible. Parce que quand le handicap survient, on voit toutes les portes qui se ferment, mais on a du mal à voir les portes qui restent ouvertes. Donc toute cette réflexion-là, nous à la GFIP, on accompagne en fait ce qu'on appelle le droit commun de l'orientation professionnelle à avoir une vision d'ensemble et une vision la plus ouverte possible sur les possibilités de handicap au travail en lien avec l'ensemble des compensations. Donc c'est le conseil en évolution professionnelle, par exemple, avec l'ensemble des acteurs avec lesquels on travaille. Et puis on a un service aussi qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui va permettre justement pour les conseillers de chez France Travail, de chez Cap Emploi, voire des missions locales, puisqu'on parlait des jeunes, de venir confirmer qu'un projet, il est possible et que finalement, la formation, on pourrait l'aménager, etc. Mais si, au bout du compte, au bout des 12-18 mois de formation, on se rend compte que le métier, à la fin, il n'est pas exerçable, on a perdu du temps pour tout le monde. Donc, ce service, il est là pour venir valider qu'un projet, il est opérant. Et je vais vous donner un exemple très concret. Cette prestation, on l'a notamment alors dans un autre secteur que celui de la restauration et des métiers de bouche, mais qui est celui du transport et de la logistique. Est-ce qu'on peut envisager de devenir chauffeur routier ou conducteur de bus ou de car scolaire avec son handicap et avec les contraintes qui sont les siennes? Nous, on a aménagé, avec l'aide de plusieurs structures, un Handi Trucks qui permet, en l'état actuel des technologies qui existent,
de voir quelles sont toutes les possibilités d'aménagement et de mettre en situation la personne sur plusieurs heures, sur même une journée complète, pour voir dans quelle mesure ça c'est opérant ou pas, et est-ce qu'on peut du coup passer son permis poids lourd, s'engager dans cette démarche, etc. Voilà. Greg. Après, Michel, ouais, pour répondre à ta question, moi, si j'avais dû attendre des autres de savoir si je pouvais faire de la cuisine ou pas, on m'aurait dit bah non. Enfin, on me l'a dit d'ailleurs. Je pense qu'il faut rien s'interdire, mais il faut être réaliste. Faut essayer. Moi, je sais que ça s'est présenté avec un jeune là, en situation de handicap qui est venu faire un stage au resto. Il y a un moment, alors c'est pas évident, mais je lui ai dit ça va être compliqué parce que en faisant les choses, on se rendait compte que ça le faisait pas, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense que les stages, l'alternance, c'est un truc que je trouve super. J'ai eu la chance de faire de l'alternance, mais dans d'autres secteurs professionnels. C'est que d'une part, ça fait moins peur au patron parce qu'il se dit bon, au pire du pire, je me paye l'handicapé pendant 2 ans et puis après je suis tranquille. C'est un peu laisser adopter, c'est-à-dire qu'à l'usage, on se rend compte que il est possible en effet d'être performant et handicapé. Et moi, je sais que par exemple, je serais pas allé faire de la microchirurgie ou tailleur de pierre. Quoique tailleur de pierre, je suis sûr qu'avec une prothèse, on peut peut-être bon, c'était pas ma passion. Mais je pense que voilà, faut aussi être très raisonnable. Faut se donner, lancer des défis, s'interdire aucune passion, mais le cas échéant, savoir faire le bilan et essayer d'être réaliste. Un mot court, parce que j'aimerais qu'on laisse la possibilité à la salle de poser la question. Juste un dernier mot pour les restaurateurs qui ne souhaitent pas embaucher du personnel en situation de handicap. J'ai été pendant 12 ans juge au prud'homme. Et tous les cas que j'ai eus de restaurateurs, que je connaissais bien, ils vous disent tous, je n'embauche personne en situation de handicap, car si on doit se séparer, souvent c'est soit une démission, mais en général, quand on est en situation de handicap, on préfère ne pas démissionner, au risque de ne pas trouver un autre job. Donc ils se séparent souvent en difficulté. Si ça passe au prud'homme, en fait, les indemnités, on va dire l'indemnité légale pour un gars qui a travaillé 6 mois et de temps, 1 an c'est de temps, 2 ans c'est de temps, eh bien considérez que pour les personnes en situation de handicap, malheureusement, c'est doublé. Et ça fait peur, en l'occurrence aux professionnels de la restauration. Ça peut être un créneau. Ouais. Voilà. Ok. Alors si je peux réagir, vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit, le handicap survient au cours de la vie, donc même ceux qui n'en veulent pas. Oui. Oui. Ça, c'est le côté Risque d'en très avoir. optimiste de Marie-Laure. À chaque fois, méfiez-vous, vous allez Ouais. tout finir handicapé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut aussi réfléchir à cette question-là avec les collaborateurs qui sont dans l'entreprise, parce qu'en vérité, alors c'est une statistique qui fout les jetons, mais je vais vous la donner quand même. Merci de nous paumer le moral pour la fin de journée. Non, je vous avertis. Mais une personne sur 2 connaîtra dans sa vie une situation de handicap. Absolument. Ça ne veut pas dire qu'elle va être une personne handicapée, ça veut dire qu'elle va connaître une situation dans laquelle elle va se sentir handicapée. Voilà, 1 sur 2. Bon, c'est pas anecdotique, donc je pense que ça fait du bien à tout le monde de se mettre sur le sujet. Je vous donne la parole à vous qui nous avez écoutés. Quelqu'un souhaite-t-il poser une question? Il suffit de lever la main. On va venir avec un micro. Sinon, j'allais aux toilettes. Merci. Ah, il y a une question. Ah, là. une question. Alors, au fond, réponse courte pour chacun d'entre vous. Bien sûr. Non, parce qu'on a presque atteint le temps limite. Bonjour, merci à tous pour ces informations. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a un moyen, je ne sais pas s'il y a un site ou vers qui on peut se retourner pour avoir par exemple la liste des restaurateurs qui acceptent des personnes en situation de handicap, en stage ou quoi, ou s'il y a une liste d'écoles pour permettre à ces personnes-là de se faire former par exemple. Merci. Alors, je crois savoir que par le biais de l'éducation nationale, ils sont tous dans l'obligation d'accueillir des personnes qui sont en situation de handicap et qui souhaiteraient apprendre le métier. Et du point de vue de la formation professionnelle, c'est la même chose. C'est une obligation de la loi de 2005. Donc Exact. qui va fêter ses 20 ans dans quelques semaines. Merci à vous 3. J'imagine qu'il y a un Il y site. avait une autre partie de la question. Il y a une autre partie il de la me semble. question. Oui. Monsieur sans micro, on ne vous entend pas malheureusement. La réalité est autre. La réalité est autre. Parce que
quand on va voir des écoles qui puissent prendre les enfants handicapés, ils vous disent non. Des lycées hôteliers? Oui, bien sûr. Ah, je suis vraiment surpris. Oui. En fait, moi j'ai mon petit frère qui est trisomique et donc généralement, les écoles vers lesquelles nous nous sommes tournés demandent peut-être un niveau 3e ou plus, pour entrer. Mais lui, il n'a pas ce niveau. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour, s'il veut faire ce type de formation? Alors, il y a des dispositifs qu'on appelle de préparation à l'apprentissage et qui sont particulièrement opérants justement dans ce type de situation et qui visent à rétablir en fait les niveaux de prérequis minimum sur les enseignements fondamentaux pour pouvoir rentrer dans ces formations. Et après, les écoles, les CFA vont aménager aussi la durée de la formation au regard de la capacité d'apprentissage de l'apprenant. Donc ça veut dire qu'un CAP qui se fait peut-être en 9 mois, on va le faire en 18 mois avec des dispositifs en plus de remédiation pédagogique pour accompagner l'apprenant. Donc c'est tout à fait possible. Et encore une fois, c'est la loi. Alors ça ne veut pas dire que c'est la loi, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Hein. Parce que sinon, il n'y aura pas de conseil de prud'homme et les radars sur l'autoroute ne prendraient aucun contrevenant. Mais ça veut dire que vous avez des prises pour obtenir l'accueil et l'accueil dans des conditions qui lui permettent d'obtenir et les compétences et le diplôme qui est visé à la fin. Merci. Merci à vous pour cette question. Merci à vous trois pour ces échanges. Freddy Zerbib, la carte Pictou, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci Grégory Quillon, chef et propriétaire du restaurant 5 Mains à Lyon, dans le Vieux-Lyon. Merci Michel. Et merci à vous Marie-Laure Belair d'Argent, déléguée régionale de l'AGFIP. Merci pour votre fidélité. Nous allons terminer ces échanges dans quelques minutes. Je regarde ma montre pour savoir l'heure qu'il est. Eh bien, écoutez, dans 5 minutes tout au plus, on se retrouve avec Gwendal Poulenec, le directeur du guide Michelin, pour lui demander qu'est-ce que la cuisine gastronomique d'aujourd'hui. Vaste sujet. À tout de suite. Till the party's over.